Alors, vous rappelez quand même que la Bibliothèque nationale de France, c'est la Bibliothèque nationale, que sa mission est de collecter, cataloguer, conserver, enrichir et communiquer le patrimoine documentaire national, et qu'elle assure l'accès du plus grand nombre aux collections sur place, à distance, et développe la coopération nationale et internationale. La fréquentation physique, c'est un peu plus d'1 million de personnes, lecteurs et visiteurs. Un taux de place. Alors je sais qu'aujourd'hui, normalement, sur ces journées-là, on a un public mix de bibliothécaires et d'enseignants. Alors on s'en est parlé tout à l'heure avec Maude. On sait que à l'Éducation nationale, les règles du jeu sont en train d'être modifiées pour les formations des enseignants, ce qui explique qu'ils ne soient pas là ce matin. Donc du coup, peut-être que je vais un peu réorienter ma présentation plus sur les bibliothèques. Donc n'hésitez pas aussi à m'interroger à ce sujet. Donc un taux d'occupation des places de lecture de 73%, un nombre d'abonnés de plus de 78 000 personnes, une audience de l'ensemble des sites de la bibliothèque de plus de 52 millions, mais les sites, c'est tous les sites de ressources, pas uniquement ceux que je vais vous présenter ce matin. Donc et puis la façon de comptabiliser aussi est importante, en lien avec la RGPD, etc. Donc ça, si vous voulez, on en parlera également. La fréquentation physique du site de Richelieu rénové était en 2022 de plus de 253 000 personnes. Je voulais vous poser la question, est-ce que certains d'entre vous, est-ce que vous pouvez lever la main pour me dire si vous avez été déjà à la Bibliothèque nationale de France avant septembre 2022 ? D'accord, très bien, donc là ça c'est fait. Et depuis septembre 2022, depuis octobre 2022 ? D'accord. Vous êtes 3, d'accord. Alors, on en reparlera parce qu'en fait, on a réouvert l'intégralité du site de Richelieu avec la salle ovale, qui est une salle de lecture publique, une vraie salle de lecture publique, et donc où tout le monde est accueilli gratuitement dans cette salle. Et surtout le musée de la bibliothèque qui a été très rénové, mais surtout agrandi avec d'autres espaces muséaux dont je vous parlerai tout à l'heure. Vous dire quand même que donc la fréquentation de l'offre de l'éducation artistique et culturelle a été de plus de 47 000 personnes en 2022. Je reviens au niveau macro de la BNF. Les dépenses de la BNF, c'est quand même 245 millions d'euros, dont près de 153 en ressources humaines, alors que nous n'avons en recettes de billetterie, dont les recettes pour les visites guidées de sites, d'expositions et d'ateliers, que 2 millions d'euros, entre guillemets 2. Les personnels, on a 2134,4 équivalents temps plein annuels travaillés. Voilà, ça c'est pour vous dresser rapidement la carte d'identité de la BNF. Donc, qu'est-ce que c'est que la Bibliothèque nationale de France ? C'est d'abord des salles de lecture. Alors, tous les sites de la BNF n'ont pas de salle de lecture. On a deux exceptions. C'est le site de Bussy-Saint-Georges et le site de Sablé-sur-Sarthe, qui sont vraiment des sites de conservation et de restauration des documents. Sinon, en haut à gauche, on commence par la réouverture de la salle ovale, donc la salle des imprimés qui est maintenant une très belle salle de lecture, que je vous invite vraiment, en tant que bibliothécaire, c'est impossible que vous ne puissiez pas aller la voir, parce que vous allez être... je pense que l'effet waouh est aussi valable aussi pour des bibliothécaires. C'est vraiment une très très belle salle. La salle de la bibliothèque musée de l'Opéra qui est au milieu, toujours sur le bandeau haut. La salle de droite, la salle de lecture de la bibliothèque de l'Arsenal, également sur le site parisien. Sur la gauche, là, l'espèce de bloc en béton, donc c'est le site de la conservation sur le site de Bussy-Saint-Georges. Juste à droite, le porte d'entrée pour la salle de lecture du site d'Avignon, donc qui est en lien avec le département des arts du spectacle. À droite, le château de Sablé-sur-Sarthe. Et enfin, le site François Mitterrand, sur la droite, dont la signalétique a été un petit peu rénovée, puisque on se percevait qu'en fait, tout le monde voyait les 4 tours, mais personne ne savait qu'il s'agissait de la Bibliothèque nationale de France. Et donc, on essaye, nous aussi, de conquérir des publics également par cette nouvelle visibilité.
Vous dire que on a reçu... alors pour la salle ovale, il y a eu 128 000 visiteurs entre le 19 septembre et la fin de l'année 2022, donc un grand succès pour cette nouvelle salle de lecture qui répond évidemment à une demande du public. Alors, la BNF, ce sont des collections, donc je vais quand même vous le dire, puisque nous sommes entre bibliothécaires, même si je ne suis pas bibliothécaire de formation. Donc, la BNF, c'est 15,3 millions de notices dans le catalogue général, c'est 15,5 millions de livres et de recueils, 400 000 titres de périodiques, 370 000 manuscrits, 15,5 millions d'estampes et de photographies, 2 millions de partitions, 900 000 cartes, plans et globes, 650 000 monnaies, médailles, objets. Donc c'est ce qui explique aussi qu'il y avait un musée au sein de la Bibliothèque royale, puis Bibliothèque nationale. Donc 42 000 non monétaires, tels que camées, un taille, vase grec, ivoire, antique ou médiévaux, bronze, sculpture, inscription. 315 000 vidéogrammes, donc là on rentre vraiment dans le cœur du XXe siècle, 1,5 million d'enregistrements sonores et 28 000 jeux vidéo, puisque la Bibliothèque nationale de France a, dans le cadre du dépôt légal, également le dépôt légal des jeux vidéo. Plus 33 milliards de fichiers web, juste pour information, vous signalez qu'il y a donc un moissonnage qui est fait par des robots. Donc tout est fait par informatique, mais après il y a un travail évidemment qui est fait par nos collègues bibliothécaires sur le signalement et l'indexation. Et dans ces fichiers web, il y a évidemment toutes les campagnes électorales françaises font partie. Il y a une campagne de moissonnage spécifique pour les campagnes d'élection. Vous vous rappelez que les modes d'entrée dans les collections, c'est le dépôt légal, donc l'article L 131.2 du Code du patrimoine, les achats, les documents, les achats qui concernent les documents libre accès, mais également des documents patrimoniaux, notamment dans des ventes spécialisées. Et puis, dernier mode d'entrée, les dons, les legs et les dations. Le dépôt légal du web, donc l'EDL numérique, c'est la loi du 30 décembre 2021 qui permet aux éditeurs donc maintenant de ne plus déposer d'exemplaires physiques, mais bien des exemplaires numériques à la bibliothèque, donc que ce soit en muséo. Donc la filière livre est concernée. Hein. Tous les livres aujourd'hui peuvent être déposés sous format numérique. La musique, les vidéos, multimédia, photographie, cartes, plans, partitions numériques. Voilà. Donc, variété des collections. Bon, j'ai un peu fait exprès de vous montrer un seul manuscrit, qui est le manuscrit Le Bréviaire de Charles V, pour lequel il y a actuellement un appel aux dons pour que la BNF puisse en faire l'acquisition. Donc ça aussi, c'est quelque chose un peu de nouveau pour la BNF, c'est-à-dire qu'on fait appel aussi à des fonds privés pour essayer d'enrichir le patrimoine national. Alors, le musée. Donc, c'est une bibliothèque-musée qui permet de découvrir au-delà de ses trésors l'histoire et la variété des collections. Une longue tradition historiographique fait remonter l'origine donc de la Bibliothèque nationale à la salle aménagée vers 1367 par Charles V dans l'ancienne fauconnerie du Louvre, qui prit le nom de Tour de la librairie. Elle contenait dans l'une des 3 salles plus de 900 volumes avec de très nombreux textes en français et constituait une véritable bibliothèque d'État. Aujourd'hui, une 60aine de manuscrits enluminés de cette collection sont toujours à la BNF. De 1660 à 1663, je vous fais un bref résumé, hein, ne vous inquiétez pas. Donc vélin, livres, médailles, pierres gravées et coquilles rejoignent le cabinet du roi, encore situé au Louvre. Colbert, en 1666, fait installer la Bibliothèque royale, alors dotée de 6 000 manuscrits et 20 000 livres imprimés rue Vivienne. Puis, en 1667, il y fit transférer le cabinet du roi, ce qui explique la variété des collections d'aujourd'hui et l'ouverture de ce musée. Il acquiert les collections d'estampes et de dessins de l'abbé Michel de Marolles et en fait un des cabinets les plus importants d'Europe, qui est à l'origine du département actuel des estampes. C'est ainsi que la bibliothèque prend cette configuration de bibliothèque-musée. Alors, je voulais parler de l'abbé Bignon, parce que pour nous qui souhaitons accueillir beaucoup de monde au sein de nos salles de lecture, je parle de nous, c'est un nous qui vous englobe. Donc l'abbé Bignon, nommé bibliothécaire du roi en 1719, va donner à la bibliothèque un éclat sans précédent. Il organise en département,
Donc il l'organise en départements, les imprimés, les manuscrits, médailles et pierres gravées, planches gravées, recueil d'estampes, titres et généalogie. Bon, il poursuit également l'œuvre de ses prédécesseurs en matière d'acquisition de documents, très soucieux de faire entrer dans tous les ouvrages importants de l'Europe savante. L'abbé Bignon se préoccupe aussi de faciliter l'accès de la bibliothèque aux savants comme aux simples curieux. À la fin du XVIIIe siècle, près d'une centaine de personnes fréquentent ainsi quotidiennement les salles de lecture de la bibliothèque. Les registres de près montrent que les encyclopédistes, dont Voltaire et Rousseau, s'y rendent souvent. Donc alors là je fais un saut dans le temps. Donc la Bibliothèque royale est devenue nationale à la Révolution et s'enrichit des confiscations des biens du clergé et des émigrés. Ressaut dans le temps. Donc en 2007, c'est l'architecte Bruno Gaudin qui a emporté le marché de maîtrise d'œuvre pour la restauration et la rénovation du site de Richelieu. Alors ça n'a pas été un... c'était une rénovation nécessaire, hein. C'est pas du tout le fait du prince. On avait vraiment des problèmes de sécurité. L'électricité est encore en 110 volts, donc c'était vraiment absolument, c'était absolument pas du luxe. Mais pour le coup, on a bénéficié d'une restauration magnifique, avec des travaux réalisés en 2 phases. La première partie ouvrira en 2017 avec la salle Labrousse, donc la salle Labrousse qui dépend de l'Institut national de l'histoire de l'art, et la salle et la rotonde des arts du spectacle. Donc c'est le premier espace muséal qui a ouvert. Alors c'est le chiffre 7 sur le plan que vous voyez ici en bas à droite de votre écran. La rotonde des arts du spectacle qui permet en fait de mettre en valeur des collections de ce département. La zone 2 a ouvert ses portes à l'automne 2022 avec l'intégralité des espaces muséaux dont la galerie Mazarin. Alors, vous dire, pour ceux qui connaissaient avant ces espaces muséals, c'était essentiellement les collections du département Monnaie, Médailles et Antiques qui étaient présentes dans cet espace. C'était un peu un espace muséal introductif à la salle de lecture des MMA. Aujourd'hui, on a conservé dans le musée une enfilade de salles. Donc la première, la salle des colonnes, celle qui correspond à la salle que vous voyez en haut à gauche de l'écran. L'idée a été, par nos collègues de MMA, de faire vraiment une présentation des collections dans une vision au fil de la vie, donc de la naissance à la mort, avec les différentes thématiques. Donc vous allez trouver des thématiques sur les coiffures, vous allez trouver des thématiques sur la santé, et évidemment les thématiques sur l'écriture. Ensuite, on a dans cette salle, on suit la deuxième salle, la salle des cabinets précieux, avec le petit chiffre 2, où on a essentiellement le trésor de Berthauville, et puis également des camées et des pierres précieuses qui sont présentées. Salle 3, excusez-moi, je vais très vite parce que ce n'est pas l'objet forcément d'aujourd'hui, mais 3, la salle du duc de Luynes, 4, la salle des monnaies qui permet de montrer un certain nombre de monnaies, et 5, le salon Louis XV. Et ensuite, les visiteurs reviennent sur leurs pas pour rentrer dans la galerie Mazarine. Alors, la galerie Mazarine, il faut savoir qu'en fait, autant jusqu'à présent, les salles dont je vous ai parlé sont des salles de collection permanente. Les pièces sont très peu modifiées. L'emplacement il y a peu de rotation dans ces pièces-là. Ce sont vraiment des trésors permanents. En revanche, dans la galerie Mazarin, c'est vraiment l'idée de faire la présentation de tous les trésors de la bibliothèque. Donc, on part des manuscrits enluminés jusqu'aux entrées dans le d'art numérique. Au sein du département son vidéo et multimédia de la bibliothèque, avec donc des cartes, des manuscrits. Donc en ce moment, on a comme trésor, on a toujours Victor Hugo, Émile Zola, donc l'Assommoir, le manuscrit original de l'Assommoir est actuellement exposé. Également, les 120 jours de Sodome de Sade sont exposés, le fameux rouleau. Et en fait, comme ce sont évidemment des documents également plus loin des
des dessins d'artistes tels que, en ce moment, c'est Niki de Saint-Phal, et puis également des affiches sur différents sujets. Et cette année, donc la première année, c'était les trésors de la BNF, le thème de l'exposition dans cette galerie. Et cette année, c'est Révolution. Donc on est vraiment, on a des affiches sur la Révolution de mai 68, par exemple, pour à ce niveau-là. Et chaque œuvre représente en soi, soit un moment d'une révolution artistique ou intellectuelle, soit une révolution technique. Et donc, dans cette, juste vous alerter sur le fait qu'il y a 4 rotations dans l'année, puisque, vous le savez, certains documents ne peuvent être exposés longtemps pour des raisons de conservation. Donc, il y a aussi ces 4 rotations. Donc, voilà. Donc les collections qui sont évidemment dans les magasins communiquées via les accès en rez-de-jardin pour le site François Mitterrand et dans les salles de lecture des départements spécialisés sur le site de Richelieu sont également valorisées par le musée, mais aussi adossées à une politique culturelle riche et variée. Donc l'actualité culturelle, pour faire très vite, c'est avant et d'abord pour nous, le service éducation et culturelle, les expositions. Donc en ce moment, on va avoir, la semaine prochaine, on ouvre 2 expositions sur la photographie, noir et blanc, une esthétique de la photographie et épreuve de la matière. En parallèle de la photographie à tout prix, une année de prix photographique à la BNF. Et puis également, en 2024, on aura une exposition sur la grande commande photographique, donc qui est une grande commande de l'État qui a été faite aux photographes français, enfin aux photographes qui travaillent sur le territoire français, un petit peu comme sur le modèle de la Datar dans les années 70, sur la France pendant le Covid. Donc il y aura cette exposition en 2024. Vous dire aussi donc qu'il y a évidemment des conférences, des concerts, etc. Et je vous ai mis en avant la mise en ligne de 6 masterclass littéraires qui sont enregistrées comme ce matin et donc auxquelles vous pouvez accéder en permanence. Parce que l'important aussi pour la BNF, c'est un des objectifs, et c'est aussi un des objectifs de mon service, c'est de faire en sorte que même si une personne ne vient jamais sur Paris, elle puisse bénéficier de l'ensemble des ressources de la bibliothèque. Donc voilà. L'offre spécifique donc d'éducation artistique et culturelle. Donc nous nous adressons à tous les publics, en groupe ou en individuel. Alors, je vais parler essentiellement des scolaires, dont les unités pédagogiques pour les élèves allophones arrivants, le champ social, les personnes en situation de handicap, les touristes. Donc, ces activités ont pour objectif de valoriser les missions et les collections de la BNF. Et en fait, c'est un service qui propose tous les jours, du lundi au dimanche, des activités, plus depuis l'ouverture du site de Richelieu, 4 jours fériés dans l'année. Donc, l'équipe est composée de 12 médiateurs, avec des profils variés, mais ce sont essentiellement 9 titulaires de la filière culture, des techniciens des services culturels, qui sont en charge de ces médiations. On a également des personnes qui ont plutôt un profil guide conférencier, avec ou sans carte. D'ailleurs, ça n'a eu aucune incidence sur leur recrutement. Mais néanmoins, ce qui était important pour nous, c'était qu'ils aient une expérience de médiation culturelle. Alors, idéalement aussi, pas uniquement des visites guidées, mais également de pouvoir réaliser des ateliers. Et nous avons également cette chargée de projet de catégorie A qui réalise donc également ces visites de site, des visites guidées, des visites ateliers autour des expositions, des visites guidées du musée et des visites guidées, des visites ateliers autour du musée sur 4 grandes thématiques. Et nous disposons également, parce que nous sommes vraiment dans le développement du contenu, sur l'accueil des publics, sur les visites guidées, sur les activités avec les différents publics. Et c'est une chef de projet développement des publics scolaires, donc jusqu'à Bac+3. Après, le relais est pris par une autre de ses collègues, qui relaie cette offre auprès des partenaires et des personnels de l'éducation nationale. Les outils, bon, j'en parlerai après, donc je vais passer plus vite.
Donc le service met en œuvre quotidiennement les 3 piliers de l'EAC définis par l'arrêté du 1er juillet 2015. C'est bien dans ce cadre-là que nous travaillons tous aujourd'hui. La rencontre avec une œuvre et un artiste, la transmission de connaissances et surtout la pratique artistique. Alors le décret prévoit également un référentiel combinant une expérience esthétique, une expérience artistique et une expérience réflexive et critique, qui explique l'importance qu'a pris ces dernières années l'éducation aux médias et à l'information, comme nous en a parlé tout à l'heure Caroline Poulain. Donc l'éducation artistique et culturelle privilégie ainsi le contact direct avec les œuvres, les artistes et les institutions culturelles, dans le cas des enseignements artistiques comme dans celui des actions éducatives, et permet, et c'est quand même l'objectif que nous poursuivons tous ce matin, éveiller la curiosité intellectuelle des élèves et enrichir leur culture personnelle. Évidemment, dans un monde idéal, c'est aussi qu'ils emmènent avec eux leur famille, leur entourage dans cette ouverture d'esprit. Alors, les visites, juste aussi évidemment la question de l'accessibilité, mais ça on en reparlera si vous le souhaitez. L'idée pour nous, c'est que toutes nos activités soient accessibles, que ce soit une accessibilité universelle et que ce ne soit pas une accessibilité spécifique comme on le fait aussi à part notamment avec signes de sens pour des visites guidées en langue des signes, mais on souhaiterait vraiment être encore plus inclusif qu'on ne l'est déjà. Et d'ailleurs, on a formé nos équipes sur le sujet le mois dernier, parce qu'en fait, on s'est aperçu que même s'ils étaient très en demande, enfin l'ensemble de l'équipe était très volontaire pour accueillir des publics, notamment du champ social, des publics en situation de handicap, mais malgré tout, certains de nos collègues n'étaient pas forcément à l'aise avec les types de handicap, parce qu'on ne s'adresse pas à un sourd comme on s'adresse à une personne non-voyante. Et voilà, donc toutes ces subtilités de communication, en fait, ce sont des choses qui s'apprennent. Il faut vraiment faire appel à des experts pour pouvoir les intégrer dans nos modes de fonctionnement. Alors, nous avons donc des visites guidées de sites, d'exposition du musée. Bon, je vais aller vite. Nos ateliers sont... Excusez-moi, j'ai sauté un peu une étape. Nos ateliers donc, sont autour de 4 grandes thématiques en lien avec les collections. Donc, explorer le livre et la littérature autour de la matérialité du livre, la lecture et l'écriture. Bon, par exemple, on a un atelier qui s'appelle « Il était une fois Gutenberg, l'ours et le singe », qui est en lien directement avec l'exposition imprimée qui était sur le site de François Mitterrand cette année. Donc, cet atelier s'adresse au CP jusqu'à la 5e. Un deuxième grand thème, c'est se former aux médias et à l'information en lien avec l'éducation aux médias et à la citoyenneté, tel l'atelier Dessine ton actu, du CP à la 3e. Et vous voyez le caricature et le dessin de presse sur les petits citrons, on est vraiment dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, se représenter le monde, donc l'atelier Les cartes anciennes, de la seconde aux étudiants. Et enfin, transmettre par la voix et le corps autour du théâtre et la lecture à voix haute. Alors ça, nous avons la chance d'avoir dans notre équipe depuis des années 2 comédiens qui sont vraiment des personnes en capacité d'amener une classe... y compris d'étudiants d'ailleurs, sur qu'est-ce que c'est que de la lecture à voix haute, qu'est-ce que c'est que des ateliers théâtre aussi, sur prendre la parole à voix haute. Donc cet atelier s'adresse de la 6e aux étudiants. On a reçu en 2022 20 700 scolaires, dont 7 800 sur des ateliers. Aussi vous dire, parce qu'il y a eu récemment un article qui mettait en cause la question, nous disposons nous-mêmes d'un marché de guides conférenciers auquel nous faisons beaucoup appel pour faire des visites guidées de sites du musée et d'expositions, et un peu moins d'expositions, mais quand même aussi des expositions, de façon à dégager l'équipe vraiment sur ce qui est pour moi le cœur de notre activité et qui est vraiment là où il y a le plus de valeur ajoutée pour l'équipe, ce sont les activités avec les publics sur les visites ateliers, vraiment qui vont mettre en place, où il va y avoir vraiment une mise en œuvre des 3 piliers de l'EAC. Parce que bon, la visite guidée et les visites de musée sont un petit peu moins concernées par... même si la rencontre avec l'œuvre et la transmission des connaissances sont bien présentes, il n'y a pas forcément de pratique artistique derrière.
Donc, par rapport à... Vous avez peut-être lu cet article qui parle, parce que c'est une grande question qui parcourt, alors ce sont nos partenaires d'une certaine façon aussi, les guides conférenciers externes qui souhaitent être reconnus par l'État lorsque nous faisons appel à eux pour ce type de prestations. Donc on a été un petit peu mis en cause à la BNF sur ce sujet. En plus, on connaît très bien la responsable de Point Parole, donc on était un peu étonnés de cette réaction-là. Mais évidemment, nous ne leur confions pas vraiment ces activités d'atelier, les valeurs ajoutées, nous leur laissons les visites guidées, ce qui est quand même le cœur de leur métier. Et on comprend bien leur besoin d'être reconnus et de valoriser le fait d'avoir une carte de guide conférencier par rapport à d'autres personnes qui se seraient formées sur le tas. Mais néanmoins, je dirais quelque part qu'en fait, il faut travailler en bonne intelligence avec eux et avec l'ensemble des partenaires. Donc voilà pour cela. Donc les formations sur place et à distance. Donc, alors, et le à distance, évidemment, a pris une place de plus en plus importante avec la crise sanitaire, comme vous pouvez vous en douter. Donc tout au long de l'année, on propose des formations en cadre des PAF avec les académies de Paris et Créteil et Versailles. Elles sont sur le thème du livre, de la littérature, de la cartographie, la presse et tous les sujets d'éducation, médias et l'information. Travaille aussi sur la laïcité. Une formation à distance aussi sur les fausses nouvelles. Pardon. Vous dire... alors ce qu'on leur propose, c'est un accès ou une visite guidée d'exposition. Évidemment des cartographies, des corpus thématiques. Donc en fait, on monte ces formations en lien avec les conservateurs de la Bibliothèque nationale de France. Donc selon le sujet, on va s'adresser à tel ou tel département et il va y avoir une présentation de collection en lien avec la problématique de la formation. Et également, nous leur proposons un atelier pratique qu'ils peuvent soit venir faire après avec leurs élèves au sein de la bibliothèque, soit reproduire directement avec leurs élèves sur un sujet. Pour information, dans les près de 30 formations que nous avons là sur 2023-2024, on a l'art de lire, paroles puissantes, le manga, histoire, enjeux et pratique, la bande dessinée, narration orale, musique actuelle, écriture créative et archi en lien avec l'Institut, là, qui aura donc lieu là, le 28 novembre, et le livre dans tous ses états, qui est une formation, qui est la formation en fait historique de la BNF pour les enseignants. On fait également des présentations évidemment de ressources documentaires et de ressources pédagogiques pour les étudiants des INSPE. Et on a formé en 2022 780 enseignants. Voilà, donc les formations à distance, AICT, fausses nouvelles, lecture à voix haute. Donc c'est l'Académie de Toulouse. Ce sont nos deux comédiens qui arrivent à emmener à distance des enseignants de cette académie sur cette formation-là. Voilà ce que j'ai moi-même trouvé assez remarquable, sachant que le médium de l'écran n'est pas le meilleur médium que l'on puisse avoir pour réaliser des formations. C'est un avis personnel, mais je crois que nous sommes assez nombreux à le partager. Alors, les dispositifs territoriaux. Donc par ailleurs, la BNF met une politique multipartenariale de AC pour que les élèves se familiarisent avec les institutions culturelles dont nous faisons partie. L'école met en place des partenariats en étroite collaboration avec le ministère de la Culture et de la Communication au niveau national et académique. Ces partenariats permettent de développer des activités qui complètent les enseignements et d'ouvrir les élèves aux œuvres du patrimoine et de la création. Au niveau local, les partenariats s'inscrivent dans le projet d'école ou d'établissement qui doit comporter un volet culturel et artistique. Alors, je vais aller du local au national. Donc, le premier dispositif auquel on a adhéré complètement depuis la création du service EAC en 2018 et vraiment constitué en 2019 avec la création de la direction des publics en 2018 à la BNF.
c'est le 100% EAC. Donc il s'agit d'un partenariat avec les établissements scolaires, accompagné par une professeure relais de l'Académie de Paris depuis la rentrée 2023. Donc ça aussi, c'est une nouveauté pour nous. On a cette professeure relais qui nous a rejoint, qui vient une journée par semaine et qui démarche donc les écoles du 13e arrondissement pour mener avec eux des projets sur l'année en lien avec les collections de la bibliothèque et nos activités. Donc, on le fait aussi en lien avec la mairie de l'arrondissement et également les associations de 13e arrondissement. Et donc, on fait partie des 79 territoires labellisés 100% EAC pour 5 ans par le préfet de région et les recteurs d'académie sur avis des DRAC et des rectorats en 2022, les 79 territoires 2022. Le deuxième échelon local, c'est les petits citrons. Donc ça, c'est en lien avec le Clémy Paris, puisque le Clémy est aussi un de nos partenaires privilégiés. Et une dessinatrice de presse, Agnès Lanchon. Donc vous voyez un dessin sur la diapositive. Donc ce sont des élèves de primaire qui découvrent des collections sur le dessin de presse et qui participent à l'atelier BNF Dessine ton actu. C'est un atelier que l'on thématise chaque année. Et donc cette année, évidemment, ça sera sur les Jeux Olympiques. Donc les élèves réalisent leurs propres dessins sur l'actualité de leur choix. Et en fin d'année, il y a une restitution qui est proposée soit à la mairie en alternance à la mairie du 13e ou à la Bibliothèque nationale de France, puisqu'on a la chance d'avoir un grand auditorium. Et les établissements dont les élèves ont remporté des prix repartent aussi avec des kakémonos sur Petit Citron, parce que Petit Citron s'appuie sur un événement national qui est Presse Citron, le prix Presse Citron, le prix du dessin de presse au niveau national. Et donc ce sont des étudiants de l'école Estienne à Paris, dans le 13e également, qui réalisent ces kakémonos qui sont ensuite affichés dans les établissements participants. Alors, à l'échelle régionale, mais je pense que c'était de ce projet-là dont vous vouliez parler, Caroline, auquel vous faisiez allusion tout à l'heure. C'est un PEAC, projet d'éducation artistique et culturelle, qui s'appelle Cette année-là. Alors, un PEAC, ça doit articuler 3 éléments. L'ensemble des connaissances acquises par l'élève, des pratiques expérimentées et des rencontres faites dans les domaines des arts et du patrimoine, que ce soit dans le cadre des enseignements suivis, de projets spécifiques ou d'actions éducatives. Il met donc en œuvre une éducation à l'art et par l'art et ne saurait être réduit à l'acquisition d'une somme de connaissances. Donc concrètement, le premier jour, les élèves suivent une visite guidée d'une exposition et du site François Mitterrand. Le deuxième jour, les élèves participent à un atelier de recherche documentaire donc, qui est réalisé par mes équipes et peut s'appuyer sur une démarche de projet déjà initiée par l'enseignant et l'artiste. Plus l'enseignant et l'artiste sont impliqués dans le projet, évidemment, meilleure est la production des élèves en fin d'année. Donc l'atelier commence par une rapide présentation du catalogue général de la BNF et de Gallica, comme quoi on peut bien présenter le catalogue général de la BNF, y compris à des élèves assez jeunes, malgré sa complexité et son approche parfois un peu rugueuse. Les élèves sont ensuite invités à y trouver des documents lors de courts exercices de mise en application. Ces exemples concrets permettent d'indiquer au fur et à mesure comment affiner une recherche par localisation, année de publication, langue, par exemple, sont des critères pour restreindre le nombre de réponses. Mais ça, vous connaissez mieux que moi. Le dernier temps est consacré à une recherche par groupe en lien avec le projet impulsé par l'artiste. Une fiche méthodologique est mise à disposition pour aider les élèves à cadrer leur sujet. Et donc, les médiateurs de l'EAC aident les groupes à naviguer dans Gallica et dans le catalogue général. L'objectif est de collecter quelques références pour aller consulter le document en salle de lecture. Alors, juste vous dire que la BNF va abaisser son l'âge plancher pour l'accès aux salles de lecture du Haut-de-Jardin, pas du Rez-de-Jardin, mais du Haut-de-Jardin dans un premier temps à l'âge de 14 ans. D'ici, alors il y a un CA au mois de novembre, donc c'est lors de ce comité d'administration que la décision sera vraiment actée. Mais dès que ce sera acté en comité d'administration, les élèves, enfin en tout cas même les adolescents, à partir de 14 ans, pourront rentrer dans les salles de lecture du Haut-de-Jardin. Et donc, ce PEAC permet de faire rentrer en avant-première des groupes d'élèves pour réaliser leurs recherches et réaliser donc, en fouillant dans les collections de ces salles du Haut-de-Jardin,
pour trouver les documents qui vont leur permettre de réaliser donc, ce travail de restitution sur cette année-là, donc l'année qu'ils auront choisie en lien avec l'artiste, et une année qui sera sans doute aussi emblématique par rapport soit à l'exposition qu'ils auront vue, soit au site François Mitterrand. En tout cas, ils essayent de faire le lien, que le lien ait du sens entre leur activité sur François Mitterrand et leur projet. Le deuxième, à l'échelle locale toujours, alors ça c'est le dispositif qui moi me plaît le plus, parce que je pense qu'il répond le plus entièrement à l'ensemble de nos objectifs. Alors, il s'appuie sur le partenariat entre les établissements scolaires et les bibliothèques. La Bibliothèque nationale en fait partie, mais on en fait partie comme toute autre bibliothèque, je dirais, d'Île-de-France. On n'est pas plus mis en avant que d'autres, si ce n'est qu'on est un peu l'établissement d'accueil pour la formation au début des différents acteurs et après pour la restitution. Mais c'est vraiment, l'idée, c'est de faire un lien entre les établissements scolaires, les bibliothèques, et d'obtenir de la part de la région d'Île-de-France, des DRAC, alors nous on est en lien avec la Maison des écrivains, mais les académies de Créteil et de Versailles, d'obtenir des budgets de financement qui permettent aux élèves de découvrir évidemment les bibliothèques, mais aussi de rencontrer des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs aussi. Il y a des classes qui ont travaillé sur la chaîne du livre, donc ça aussi c'est extrêmement intéressant pour nous. Et dans ce cadre-là, nous, on leur propose donc après pour les classes participantes, donc c'est sur les 3 académies, les académies de Créteil, Versailles et Paris. Et nous, on leur propose donc l'atelier au-delà des visites de la bibliothèque qu'ils peuvent faire, l'atelier Fabrique ton livre. Mais ils peuvent aussi choisir un autre atelier qui s'appelle les Porello. Donc, il y a eu plus de 50 enseignants, professeurs documentalistes et bibliothécaires qui ont participé à ce dispositif en 2022-2023. Donc voilà, quand tous les responsables politiques s'alignent sur un dispositif et donnent les financements, on voit l'engagement des personnels et des bibliothécaires et des enseignants qui donnent vraiment des travaux extrêmement intéressants. Alors le jumelage, alors on a également un jumelage avec Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Limay, donc ce sont des villes de Seine-Saint-Denis, donc département le plus pauvre de France, pour vous le rappeler. Donc le partenariat, c'est un partenariat avec donc la région, le département de Seine-Saint-Denis et la BNF. Et donc, on a commencé ce partenariat cet été. Alors avant, on avait un partenariat avec Grigny. Le partenariat ZSP, comme on dit, a été renouvelé cette année donc avec la Seine-Saint-Denis. Et on a commencé par un travail cet été qui n'était pas du tout évident, de création de capsules sonores sur le sport, réalisées par des jeunes en lien avec des pièces du musée. Donc, comment on s'y est pris? Donc, pour vous dire les choses telles qu'elles se sont déroulées, nous avions heureusement un animateur qui était du côté du département, qui a emmené les jeunes sur le site de Richelieu. C'est une donc de mes collègues qui leur a fait une présentation sur l'histoire du sport et des Jeux Olympiques, qui leur a présenté des pièces justement dans la salle des colonnes et dans la salle du Duc de Luynes, dans les collections du Duc de Luynes, avec les vases antiques, des représentations donc du sport. Et à partir de ce travail-là, les élèves, excusez-moi, les jeunes, c'est bien là la difficulté, c'est que c'était pas des élèves, c'était des jeunes qui allaient en centre de loisirs pendant l'été. Donc amener des jeunes de centre de loisirs à 8h du matin, leur faire prendre un bus à 8h du matin pour venir faire une visite du musée à 10h, je peux vous dire que ça n'a pas été simple. Donc vraiment, les équipes d'animateurs de ces 3 villes ont été extrêmement investies, et c'est ce qui a fait le succès du projet.
Donc ils sont venus, ensuite ils ont écrit, il y a eu un travail d'écriture toujours avec ces médiateurs sur faire un commentaire autour, un commentaire d'un événement sportif en lien avec les pièces qui avaient été montrées, expliquées par notre collègue Caroline. Et ensuite, ces commentaires, ils les ont lus à voix haute, ils ont été enregistrés. Et pour les Jeux Olympiques, ces capsules sonores seront intégrées dans le compagnon de visite qui permet de faire la visite que vous pouvez télécharger pour visiter le musée de Richelieu. Donc on voit que la chaîne est bouclée, où même des jeunes de quartiers très défavorisés peuvent venir enrichir le patrimoine avec une mise en valeur, particulière. Donc voilà pour celui-là. Alors au niveau de l'échelle nationale, donc on a un concours, de récitation, récitons aujourd'hui. Donc c'est un projet d'accompagnement au développement de la récitation. C'est vraiment, donc là pour le coup, bon, c'est dommage que les enseignants ne soient pas là, mais sinon qu'ils sachent que ce concours leur est tout à fait ouvert. Il s'agit de l'apprentissage d'un texte à sa restitution à voix haute en public. Donc la récitation joue un rôle essentiel dans l'apprentissage des élèves puisqu'elle convoque plusieurs domaines de connaissances, la composition d'un corpus, et c'est là aussi où nous pouvons intervenir, la lecture d'ouvrages littéraires, la connaissance par cœur d'un texte et la transmission à l'oral de celui-ci à un public. Donc pour mettre en avant ce travail de découverte pour les élèves et en lien avec l'événement majeur donc, de cet été, qui sont les Jeux Olympiques de Paris 2024, le thème choisi cette année est « À vos marques prêts, réciter le sport dans la littérature ». Donc, la date limite d'inscription, ça sera le 17 décembre 2023. Le projet est à télécharger sur le site de la BNF. Les enseignants vont être accompagnés par donc nos deux collègues comédiens pour réaliser ce projet, c'est-à-dire à la fois dans le choix des corpus, dans comment accompagner les élèves pour la récitation à voix haute, comment s'approprier la récitation. Voilà. Donc on a ce travail-là qui est fait à distance tout au long de l'année. Et le jeudi 16 mai, donc, il y aura une journée de restitution dans le grand auditorium de la BNF, du site François Mitterrand, avec 10 classes. Et 6 prix seront décernés pour valoriser et stimuler l'investissement des élèves. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, la notion de prix était finalement, et la mise en compétition, aussi paradoxale que ça puisse paraître, était un moteur important pour les élèves. Et donc là, vous voyez les deux jeunes là, qui sont avec un micro sur la diapositive, ont fait une récitation remarquable sur un texte dont je ne me souviens plus du nom, mais qui portait sur la question du racisme, et ils étaient extrêmement émouvants, donc on en garde un très grand souvenir. Et puis les journées comme aujourd'hui, où on est à votre disposition pour vous présenter les ressources de la bibliothèque, ce que l'on fait, ce que l'on peut vous apporter, puisque en tout cas c'est la posture que nous avons, c'est d'être à votre service, quel que soit le sujet ou la question, à l'ensemble des bibliothèques de France. Alors, je voulais faire aussi un petit flash sur le dispositif autour de l'EMI. Donc les actions de médiation autour de la presse et des médias sont l'un des axes de l'EAC à la BNF. Donc elles prennent la forme d'ateliers sur place destinés aux scolaires et aux étudiants. En 2022, 720 élèves de CE2 à la licence ont participé à l'un de ces ateliers. Dessine ton actu, presse et liberté d'expression et histoire des fausses nouvelles. Donc ce sont aussi des dispositifs que l'on fait en lien avec les résidences de journalistes dans les établissements scolaires de Seine-Saint-Denis. Là encore, on est toujours dans ce cadre de ce partenariat. Ou encore de concours organisés par le CLEMI, Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, chargé de l'éducation médias et à l'information dans l'ensemble du système éducatif français.
Et puis également vous dire que dans le cadre de l'ouverture du futur Conservatoire national de la presse en 2027 à Amiens, nous faisons un travail d'accompagnement du réseau de bibliothécaires d'Amiens. Et on va d'abord commencer par un atelier fausse nouvelle qui se déroulera le 15 novembre dans leur bibliothèque. Et nous formerons, à l'issue de cet atelier, nous formerons donc les collègues bibliothécaires qui reprendront cet atelier pour éventuellement le reproduire dans le cadre de leur activité de bibliothèque municipale. Alors voilà, tout ça pour vous dire que l'optimisation de l'éducation artistique et culturelle se fait par la mise en place de partenariats des acteurs concernés, bibliothèques, donc nous, artistes, personnel des milieux éducatifs, enseignants, médiateurs, personnel de la PJJ. Aussi, je le rappelle, pour les étudiants des INSPE, les élèves des INSPE sont toujours une source intéressante ce sont des partenaires très intéressants parce qu'ils ont souvent ils commencent leur carrière avec un esprit assez nouveau. Ils ont en plus cette acculturation numérique, etc. Donc ils sont souvent porteurs de projets qui sont novateurs et intéressants. Donc c'était aussi vous dire, il faut qu'on garde à l'esprit ces partenaires-là, enfin ces partenariats, c'est plutôt les INSPE. Il faut vraiment pouvoir arriver à travailler avec eux si on veut conserver un esprit jeune. Excusez-moi, je parle de mon grand âge, mais c'est vrai que ça me semble vraiment avoir des personnes aussi... Des personnes en début de carrière comme ça, c'est extrêmement fécond. L'ensemble donc des professionnels qui travaillent sur le dispositif pérenne, favorisant la rencontre entre les arts et les enfants, s'accordent à dire que la concrétisation de partenariats est le facteur le plus déterminant. Donc les spécialistes de la culture et de l'enfance, ceux de l'éducation nationale ou encore des artistes s'accordent sur ce point majeur. Voilà. Donc pour vous dire que c'est effectivement les partenariats, c'est extrêmement important si on veut atteindre ces objectifs. Alors nous créons aussi des supports de médiation en fonction des opportunités et des publics. Alors on crée autour des expositions des parcours de visite autonomes qui permettent aux enseignants de préparer leur visite avec leurs élèves et d'intégrer l'exposition dans leur enseignement. Des livrets-jeux pour les familles permettant aux enfants de s'approprier l'exposition par des activités ludiques. C'est un peu utilisé comme une ruse pédagogique, mais ça, vous le faites aussi. Vous dire qu'on ne le fait pas sur toutes les expositions. Par exemple, pour l'exposition Renaissance qui aura lieu, qui ouvrira en 2024, nous ne ferons pas de livret pédagogique sur ce sujet. Des visites ateliers autour d'expositions que nous intégrons ensuite dans notre offre pérenne. Donc, par exemple, nous avons un atelier Peut-on tout lire qui s'adresse des 4e à la terminale autour de l'exposition Ne les laissez pas lire qui avait lieu sur le site François Mitterrand. Ou encore Il était une fois Gutenberg, l'ours et le singe pour les CP et la 5e en lien avec l'exposition imprimée qui s'est déroulée cette année en 2023. Ou encore Petit Scribe autour de l'exposition Champollion, donc, qui est un atelier pour les CP à la 6e. On contribue également à l'enrichissement des essentiels, donc bienvenue à Emmanuel, qui vient d'arriver du service multimédia de la BNF en charge de ce site, avec des vidéos sur le vocable spécifique du théâtre, donc les mots du théâtre sur les coups, le théâtre à l'italienne et le rideau, qui avait été créé au moment de l'exposition Molière, et qui sont accessibles, auxquels vous pouvez accéder. Des séquences pédagogiques sur la Révolution copernicienne, sur Louis XIV, les représentations artistiques de la Grande Guerre, du témoignage à la propagande, sur la cartographie et les grandes explorations sur Christophe Colomb et le XVIe siècle. Et enfin, l'EAC est mobilisé sur la création d'affiches pédagogiques sur des questions de société. Donc, les expositions sur laïcité, histoire des fausses nouvelles qui initialement devait être exposée aujourd'hui, mais qui n'a pas pu l'être, mais qui est toujours en téléchargement gratuit en haute définition, et également en lien avec l'exposition Pastiche qui se déroule actuellement sur le site François Mitterrand, une déclinaison pédagogique que nous sommes en train de créer.
Alors, je vous fais juste un petit focus sur la laïcité en 10 questions. Donc, dès l'attentat de Charlie Hebdo, dès l'attentat contre Charlie Hebdo, la BNF a été interrogée comme une institution nationale et a voulu réagir sous la forme d'une interrogation pédagogique sur ce qu'est la notion de laïcité, en s'adressant aux plus jeunes et au milieu éducatif. Donc, il est en effet de la responsabilité de la BNF en tant que Bibliothèque nationale d'apporter les éléments de réflexion et de compréhension à partir de ces collections et de donner une profondeur historique à ces questionnements, illustrés par les documents permettant de mieux comprendre les grandes notions de la laïcité, de la tolérance et de la citoyenneté. Donc, le service de l'époque avait donc créé, qui maintenant est intégré, les personnels sont maintenant intégrés dans le service de l'éducation artistique et culturelle, a créé une exposition en 10 panneaux autour de 10 questions sur la laïcité, traitées en lien avec les départements des collections, mettant en perspective les documents patrimoniaux en regard de faits historiques marquant l'histoire de la laïcité. Donc il s'agit pour nous d'un engagement patrimonial, d'un travail de réflexion, de recherche, de prise de distance également dans des moments douloureux et compliqués comme nous les vivons en ce moment, et de documentation à la portée de tous, une contribution à la diversité et à la richesse des débats sur ces notions, une réflexion indispensable au vivre ensemble. Donc, pour chaque affiche, je reprends plutôt la diapo présente pour vous le montrer, a été construite avec à peu près à chaque fois la même structure. On part de documents patrimoniaux, donc là, c'est la loi de 1905 qui est conservée évidemment par les archives nationales et pas par la BNF, mais malgré tout qu'on a utilisé pour cette affiche. Une représentation patrimoniale et puis également une image plus récente. Donc là, l'image concerne... Donc là, on a une représentation du roi qui tient sa légitimité de par la religion catholique, par le pape. Et en bas, nous avons la protection de la mosquée de Paris par des agents de l'État, puisque ça fait partie des principes de la laïcité en France. Donc il y a une dizaine d'affiches qui sont disponibles pour vous en téléchargement gratuit. Et on en a diffusé, on en imprime. Alors ça dépend des budgets. Je vous avouerai que les budgets étant pas extensibles, c'est pas là-dessus que je m'engage, mais vous pouvez. C'est pour ça que je parle beaucoup du téléchargement, mais il y a 29 jeux quand même qui ont pu être diffusés cette année sur le territoire français. Alors, le focus, les ressources sur la laïcité, j'ai rajouté pour vous dire qu'il y a beaucoup de ressources autour de ce sujet dans l'ensemble de la bibliothèque et notamment le Centre national de la littérature pour la jeunesse qui a fait tout un travail de référencement sur ce que l'on peut faire lire à des enfants pour leur parler de laïcité. Le focus sur l'histoire des fausses nouvelles, donc c'est le même modèle, les mêmes intentions de la part de la BNF, également un partenariat avec le Clémy pour les exemples contemporains. Et à partir de ces histoires des fausses nouvelles, donc on a créé un atelier qui s'appelle Fausses nouvelles, histoire et décryptage. Donc c'est un atelier qui est ouvert au 4e, à partir de la 4e, qui est accessible aux étudiants. Donc après des notions qui sont directement, enfin une présentation finalement qui reprend les grandes affiches, les grandes thématiques de cette exposition. Des notions telles que qu'est-ce que c'est qu'une rumeur, qu'est-ce que c'est qu'un pastiche, qu'est-ce que c'est qu'une fake news. Et ensuite, on leur donne un jeu de nouvelles, d'informations. Et ils doivent rechercher des indices sur Internet pour déterminer s'il s'agit ou non d'une fake news. Alors, je vais garder le mot de fake news parce que fausse nouvelle et fake news, c'est pas tout à fait la même chose. Vous savez que dans fake news, il y a l'intention de créer une fausse nouvelle, alors qu'en français, la fausse nouvelle, c'est une fausse nouvelle. On peut faire une fausse nouvelle de façon tout à fait involontaire. Et de déterminer la raison de la création de ces fausses nouvelles, idéologiques, commerciales notamment. Donc on essaye de réintégrer, de réinterroger les élèves dans la société d'aujourd'hui et son mode de fonctionnement où nous sommes bombardés de messages commerciaux.
Et dans cette histoire des fausses nouvelles, dans ces affiches, il y a un ordinogramme qui est proposé pour permettre aux élèves de réagir avec conscience à toute information, donc de ne pas prendre, d'avoir un petit Jiminy Cricket qui, face à toute information, lui dit « Oula, de quoi on me parle ?» et de mettre en œuvre leur libre arbitre face à toute information critique. Face à toute information, voilà. Voilà pour le focus. Alors, je passe vite sur le nouveau site des ressources culturelles et pédagogiques de la BNF. Peut-être qu'Emmanuel, tu pourras donner des éléments d'actualité un petit peu plus tard. Donc, c'est le nouveau site pédagogique de la bibliothèque. Voilà. Les autres sources en ligne, donc Gallica, dont évidemment Gallica, je vous rappelle que c'est la bibliothèque numérique de la BNF, mais c'est surtout la bibliothèque numérique de toutes les bibliothèques de France, donc, dont vous êtes partenaire. La bibliothèque municipale de Besançon est partenaire, Dijon évidemment en tant que bibliothèque patrimoniale. Voilà, donc également, je voulais juste faire un focus sur deux, parce que j'ai beaucoup parlé de l'EMI, enfin j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé de l'EMI, deux autres outils de la BNF, Presse locale ancienne, donc qui permet de trouver des journaux d'intérêt local des origines jusqu'en 1944. Et enfin, Retro News, qui donne accès par abonnement aux archives publiques de presse issues des collections de la BNF. Mais c'est à la fois un outil de recherche, mais c'est aussi un site média qui est très intéressant parce qu'il propose chaque jour une éditorialisation des collections de presse sous forme d'articles ou de dossiers. Et il y a 1650 titres de presse à date qui sont consultables. Et les fonds couvrent la période de 1630 à 1950. Donc, juste vous redire que sur l'ensemble des sites de la bibliothèque, nous avons 52 millions de visiteurs. Voilà, je termine juste par les tarifs visite et atelier, mais ça, voilà. Et surtout vous dire que pour les classes, comment ça fonctionne, puisque vous savez que maintenant l'éducation nationale impose, quand même de façon assez majoritaire, de passer par le Pass Culture pour financer les sorties des scolaires. Donc, nous ne pouvions pas mettre l'ensemble de nos créneaux sur le Pass Culture. Donc, nous sommes passés par un mode détourné qui a été de mettre en ligne l'ensemble de notre offre, donc toutes les visites guidées de sites, d'ateliers, les visites guidées d'exposition, les ateliers, toute l'offre catalogue est sur le site et sur Adage, enfin, Pass Culture, mais Adage pour le côté enseignant, l'offre vitrine. Et les enseignants contactent la cellule des réservations par téléphone ou par mail pour identifier le créneau de réservation qui leur est ensuite dédié pour réservation. Donc c'est l'établissement qui finalise la réservation une fois que la cellule des réservations a intégré le créneau dans l'application Adage. Voilà, juste une petite publicité sur le Pass Lecture Culture qui a été créé précédemment au Pass Culture, qui est pour tous les jeunes tous les jeunes à partir de 15 ans en individuel et pour l'offre collective à partir de la 4e. Voilà. Je crois que j'ai peut-être un peu dépassé mon temps, je m'en excuse. Voilà. Voilà. Je suis à votre disposition. Donc merci beaucoup pour votre attention et je suis évidemment à votre disposition si vous avez des questions, des demandes de précision ou une réflexion.